Chapitre 111. Le Pacifique. Qu'en glissant le long des îles Bachi nous débouchâmes enfin dans la grande mer du Sud, j'aurais pu, en d'autres circonstances, accueillir mon cher Pacifique par des actions de grâce sans nombre, car la longue prière de ma jeunesse était exaucée, cet océan serein déroulait devant moi vers l'est des milliers de lieues d'azur. On ne sait quel doux mystère dissimule cet océan, dont les mouvements, redoutables dans leur suavité, sont semblables à ceux des profondeurs d'une âme et à ceux de la terre d'Éphèse, où saint Jean l'évangéliste est enseveli. Il est juste que sur ces pâturages marins, sur la vaste houle de ces prairies liquides, sur ces champs du potier des 4 continents, les vagues se lèvent et s'abaissent dans un flux et reflux incessant, car par millions, les ténèbres aux ombres mêlées, les songes engloutis, les somnambulismes, les rêveries, tout ce que nous appelons vie et âme, sont étendus là rêvant encore, se tournant comme des dormeurs sur leurs couches, cependant que leur inquiétude communique aux vagues leur roulement sans fin. De tout initié errant et contemplatif, ce paisible Pacifique, une fois aperçu, doit à jamais devenir l'océan d'adoption au centre des eaux du monde dont il est le corps, l'océan Indien et l'Atlantique ne sont que les bras. Les mêmes vagues balaient les môles des cités nouvelles de Californie, bâties hier à peine par la plus jeune race d'hommes, et baignent les bords usés, mais encore somptueux des terres asiatiques. Plus vieilles qu'Abraham, les mêmes vagues portent des voies lactées d'îles de corail, de plats archipels interminables, inconnus, et des Japons impénétrables. Ce divin, mystérieux Pacifique répartit autour de lui le monde tout entier, et transforme tout rivage en baie lui appartenant. La pulsation de sa marée est le cœur de la terre. Soulevé par sa houle éternelle, vous devez reconnaître et saluer le dieu de la séduction, le dieu Pan. Le cerveau d'Achab ne devait guère être troublé par la pensée de Pan, tandis qu'il se tenait comme une statue de bronze à sa place accoutumée, à côté du gréement d'Artimon, respirant d'une narine distraite le parfum musqué et sucré des îles Bachi, dont les bois devaient abriter la promenade de tendres amants, tandis que de l'autre, il aspirait le souffle salé de cette mer nouvelle. Cette mer où la baleine blanche tant haïe devait nager en ce même instant, lancé enfin dans ces eaux qui marquaient un terme et glissant vers les parages de chasse du Japon, le vieillard durcissait sa détermination. Ses lèvres volontaires serraient leur étau, les veines de son front gonflaient, leur delta accru de rivières débordantes, et jusque dans son sommeil son cri faisait retentir la voûte de la coque. À l'arrière tous, la baleine blanche souffle du sang épais. Chapitre 112. Le forgeron. Après en avoir terminé avec les accessoires de la jambe d'Achab, profitant de l'été doux et frais de ces latitudes, Perste, le vieux forgeron barbouillé de suie et couvert d'ampoules, dans l'attente d'une activité prochaine, n'avait pas redescendu sa forge dans la cale, mais l'avait gardée, solidement arrimée aux boucles d'amarrage près du mât de misaine. Chef de pirogue et harponneur, faisait sans cesse appel à lui pour quelques menus besognes, transformer ou réparer leurs armes diverses et le matériel de leurs baleinières. Il était souvent entouré d'un cercle impatient qui attendait ses services, tenant des pelles d'embarcation, des pointes de pique, des harpons et des lances, surveillant jalousement tous ses mouvements noircis de suie tandis qu'il travaillait. Toutefois, le vieil homme était un patient marteau entre des mains patientes. Il n'avait ni mouvement d'humeur, ni murmure, ni irritation. Lent, silencieux, solennel, courbant toujours plus avant son dos, depuis longtemps brisé, il travaillait comme si le travail était sa vie, et les coups lourds de son marteau, les lourds battements de son cœur. Il en était ainsi, infiniment misérable. Tout au début du voyage, la curiosité des matelots avait été excitée par la démarche singulière du vieillard, une certaine façon qu'il avait, légère mais douloureuse, de tituber. Il avait fini par céder à l'assaut, importun et répété, de leurs questions. Aussi advint-il que tout un chacun connaissait l'histoire honteuse de sa lamentable destinée. Par une cinglante nuit d'hiver, il s'était attardé, et non innocemment, sur une route reliant 2 villes campagnardes, et se sentant gagné, dans son hébétude par une torpeur mortelle, s'était réfugié dans une étable branlante délabrée. Il en résulta qu'il perdit les extrémités de ses 2 pieds.
Petit à petit, après cette première révélation, on connut de sa vie les 4 actes du bonheur, puis le long 5e acte inachevé de la souffrance. C'était un vieil homme qui, sur le tard, vers l'âge de 60 ans, avait rencontré ce que le vocabulaire du chagrin appelle la ruine. Il avait été un artisan d'une supériorité reconnue. Ayant beaucoup de travail, il avait possédé une maison et un jardin, enlacé une femme jeune, aimante, qui aurait pu être sa fille, et 3 enfants joyeux et roses. Chaque dimanche, il se rendait à une riante église au cœur d'un bosquet. Mais une nuit, à la faveur des ténèbres et sous un déguisement plein de ruses, un voleur acharné s'était glissé dans cette maison de bonheur et les avait tous dépouillés de tout. Le plus triste à dire, c'est que par ignorance, le forgeron avait lui-même introduit ce malfaiteur au cœur de sa famille. C'était le vase de l'escamoteur. À peine ôté le bouchon fatal, le démon jaillit du goulot et brûla son foyer. Pour des raisons très sages d'économie, de prudence, la forge se trouvait dans le sous-sol de la maison, mais elle avait une entrée séparée, de sorte que la jeune, robuste et tendre épouse entendait toujours, non seulement sans impatience chagrine, mais encore avec un saint plaisir, résonner les coups vigoureux de son vieux mari au jeune bras. Assourdi d'avoir traversé plancher et murs, il parvenait avec douceur jusqu'à la chambre des enfants qui s'endormaient au bruit de cette solide berceuse de fer forgé. Ô malheur et infortune! Ô mort, pourquoi ne te trouves-tu pas parfois exact au rendez-vous? Si tu avais emporté le vieux forgeron avant que sa ruine fût consommée, sa jeune veuve aurait nourri un chagrin qui aurait eu ses charmes, ses orphelins auraient pu dans leurs années à venir rêver d'un héros vénérable, tout en ayant des moyens d'existence. Mais la mort terrassa un vertueux frère aîné, dont le chantant travail quotidien faisait vivre une autre famille et laissa debout le vieil homme néfaste, plus qu'inutile, afin que la hideuse pourriture de la vie en fît une moisson plus aisée. Pourquoi tout raconter? Le marteau du sous-sol espaça chaque jour ses coups devenus chaque jour plus faibles. La femme assise, gelée à la fenêtre, contemplait avec des yeux brillants, mais sans larmes les visages en pleurs de ses enfants. Le soufflet se tut, la forge étouffa sous les cendres, la maison fut vendue, la mère plongea sous l'herbe haute du cimetière. 2 de ses enfants l'y suivirent, et le vieil homme, sans famille et sans toit, s'en fut titubant, vagabond en crêpe de deuil, cinglé de mépris à cause de sa douleur, de sa tête grise insultant aux boucles blondes. La mort seule paraît souhaitable au couronnement d'une telle carrière, mais la mort n'est qu'un saut dans une région impénétrée. Elle n'est que la salutation première à l'éventualité de l'immensité lointaine, désertique, liquide, sans rivage. À de tels hommes qui convoitent la mort d'un regard fervent, que des scrupules retiennent devant le suicide, l'océan, toute offrande, toute compréhension, ouvre la séduction de sa vaste plaine aux terreurs fascinantes et inimaginables, aux aventures étonnantes d'une vie neuve et du sein des Pacifiques infinis, des milliers de sirènes lui chantent. Viens, cœur brisé, voici une vie nouvelle sans le péché d'une mort dérobée. Voici de surnaturelles merveilles, il n'est point besoin de mourir pour les posséder. Viens, ensevelis-toi dans une vie qui, face à ce monde de la terre qui désormais te hait, comme tu le hais, apporte plus d'oubli que la mort. Viens, creuse ta tombe au cimetière et viens jusqu'à ce que nous t'épousions. Entendant ces voix, venues de l'est et de l'ouest, au premier rayon du soleil, à la tombée de la nuit, l'âme du forgeron répondit « Oui, je viens », et Perthes partit chasser la baleine. Chapitre 113. La forge. La barbe en broussailles, enveloppée d'un tablier écailleux de peau de chagrin, Perthes se trouvait debout, vers midi, entre sa forge et son enclume posée sur une traverse de bois de fer. D'une main, il tenait des pointes de fourche dans le feu. De l'autre, il manœuvrait son soufflet, lorsque arriva Achab, tenant un petit sac de cuir roux. À peu de distance de la forge, le sombre Achab s'immobilisa jusqu'à ce que Perthes, ayant retiré son fer de la flamme, se fût mis à le battre sur l'enclume, tirant de la masse incandescente des vols épais d'étincelles qui vinrent tourbillonner jusqu'auprès d'Achab. Sont-ce là les poulets de la mer carrée, Perthes, toujours à voler dans ton sillage, oiseaux de bon augure, mais non point tous sans exception. Vois, ils s'enflamment, mais toi,
toi tu vis parmi eux sans qu'ils te brûlent. Parce que je suis brûlé par tous les bouts, capitaine Achab, répondit Perth, s'appuyant un instant sur son marteau. Rien ne peut plus me brûler. Le feu attaque difficilement les cicatrices. Bien, bien, n'en dis pas davantage. Ta voix amoindrie sonne trop calme, trop naturellement triste pour moi. Quand bien même je suis étranger à tout paradis, toute misère qui n'est point démente m'impatiente. Tu devrais devenir fou, forgeron. Dis-moi pourquoi ne deviens-tu pas fou? Comment peux-tu endurer sans l'être? Le ciel te hait-il à ce point que la folie ne te gagne pas? Et que fabriquais-tu là? Je corroyais des pointes de pique, sire. Elles avaient des veines et des brèches. Et peux-tu les rendre lisses à nouveau, forgeron, après qu'elles aient été si durement malmenées? Et je présume, forgeron, que tu peux rendre lisse toute veine et toute brèche, si dur que soit le métal. Oui, sire, je crois le pouvoir, toute veine et toute brèche sauf une. Regarde ici, alors, s'écria Achab avec passion, s'appuyant des deux mains sur les épaules de Perth. Regarde ici, ici. Peux-tu lisser une pareille brèche, forgeron? Et il passa la main sur les sillons de son front. Si tu le peux, forgeron, je serai trop heureux de poser ma tête sur ton enclume et de sentir s'abattre entre mes deux yeux ton plus pesant marteau. Réponds, peux-tu effacer cette brèche? Ah, c'est là l'unique sœur. N'ai-je pas dit toutes veines et brèches sauf une? Oui, forgeron, et c'est bien celle-là. Oui, homme, elle est ineffaçable. Car, alors que tu n'en vois la marque que dans ma chair, elle a travaillé en profondeur jusqu'à l'os de mon crâne. Tout y est brèche, mais assez d'enfantillage, plus de crochets, ni de piques pour aujourd'hui. Regarde. Et il agita le sac de cuir comme s'il eût été plein de pièces d'or. Moi aussi, je veux un harpon que 1000 démons ne puissent rompre, Perth, et qui se plantera dans la baleine à y tenir aussi ferme que sa propre nageoire. Voilà le matériau, et il lança le réticule sur l'enclume. Écoute, forgeron, ce sont là des clous de fer de chevaux de course. Des clous de fer à cheval, sire? Eh bien, capitaine Achab, tu as là ce que nous, forgerons, pouvons travailler de meilleur et de plus robuste. Je le sais, vieil homme, ces clous se souderont ensemble comme avec la colle provenant d'os fondus de meurtriers. Vite, forge-moi ce harpon. Forge-moi d'abord 12 tiges pour son dard, puis enroule et tord et bats ces 12 tiges ensemble comme les fils et taurons d'une ligne. Vite, je soufflerai le feu. Lorsque les tiges furent faites, Achab les éprouva une à une en les enroulant de sa propre main sur une longue et lourde goupille de fer. Une paille, dit-il en rejetant la dernière. Retravaille celle-là, Perth. Perth s'apprêtait à souder ensemble les 12 tiges, lorsque Achab arrêta sa main en disant qu'il ferait lui-même son fer, tandis qu'il frappait sur l'enclume avec un halètement rythmé, que Perth lui passait les tiges chauffées au rouge et que la forge, durement poussée, lançait une haute flamme droite. Le parsi silencieux passa et, inclinant la tête vers le feu, parut attirer sur ce travail quelque malédiction ou quelque bénédiction. Mais comme Achab levait les yeux, il s'esquiva. Pourquoi ce bouquet d'allumettes soufrées vient-il traîner par là autour? Murmura Stubb, qui regardait la scène du gaillard d'avant. Ce parsi sent le feu comme une amorce, et lui-même dégage l'odeur du bassinet brûlant d'un mousquet. La tige unique du dard fut terminée enfin et Perth pour la tremper, la plongea, sifflante, dans un baquet d'eau près de lui. La vapeur bouillante gicla au visage, penché d'Achab. « Voudrais-tu me marquer, Perth » demanda-t-il en grimaçant un instant de douleur. « N'aurais-je fait que forger le fer destiné à me marquer ?»« Non, certes, à Dieu ne plaise. Et pourtant je redoute quelque chose, capitaine Achab. Ce harpon n'est-il pas pour la baleine blanche ?»« Pour le diable blanc. Mais les barbelures, c'est toi qui dois les faire, homme. Voici mes rasoirs, du meilleur acier. Prends-les et fais-moi des barbelures aussi tranchantes que les aiguilles de glace d'une tourmente sur la mer polaire. » Le vieux forgeron regarda un instant les rasoirs comme s'il eût été heureux de ne point s'en servir. « Prends-les, homme,
Je n'en ai aucun besoin, car désormais je ne me raserai, ni ne souperai, ni ne prierai jusqu'à ce que... Mais allons au travail. Façonné en forme de flèche, soudé à la tige, l'acier pointa bientôt à l'extrémité du fer, et tandis que le forgeron s'apprêtait à chauffer une dernière fois les barbelures avant de les tremper, il demanda à Achab d'approcher le baquet d'eau. Non, non, pas d'eau pour cela. Je lui veux une vraie trempe de la mort. Ohé, vous, Tashtego, Kikeg, Dagou, qu'en dites-vous, païen? Me donnerez-vous ce qu'il faut de sang pour tremper ce dard? Dit-il en élevant son fer. Un cœur de sombre hochement de tête lui répondit oui. On fit 3 entailles dans la chair païenne et les barbelures furent alors trempées pour la baleine blanche. Et ho non baptisoti in nomini patris, sed in nomini diaboli, hurla Achab en délire, tandis que le fer maléfique buvait de son feu le sang baptismal. Puis, passant en revue les manches de rechange, Achab en choisit un de noyer blanc, auquel tenait encore l'écorce, et en adapta l'extrémité à la douille du harpon. Une glaine de ligne fut déroulée et quelques brasses fixées au guindeau afin d'être rigoureusement tendues. Posant le pied dessus jusqu'à ce qu'elle vibrât comme une corde de harpe, se penchant ardemment et n'y voyant point de tauron rompu, Achab s'écria « Bien. Et maintenant, l'aiguillettage. » La douille du harpon fut garnie en fil de carré. Il y fut frappé une aiguillette en ligne de pêche au moyen d'un tour mort, puis ce nœud fut fortement souqué dans la douille. Cette aiguillette fut alors allongée jusqu'à mi-longueur du manche, puis solidement fixée avec des fils de carré de ligne. Cela fait manche, fer et ligne. Tels les 3 parcs devinrent inséparables, et Achab s'en fut sombrement avec larmes. Sa jambe d'ivoire et le manche de noyer tirèrent de chaque planche un son caverneux. Mais avant qu'il n'eût atteint sa cabine, un bruit se fit entendre, léger, surnaturel, à demi railleur et cependant très pitoyable. Ô pipe, ton rire misérable, ton regard vide et inquiet pourtant, toutes tes étranges pantomimes se confondaient d'une façon chargée de sens avec la noire tragédie de ce navire de mélancolie et s'en moquaient.